Hassan II a affronté l'épreuve de force. Il en sort transformé. Sa baraka, protection de Dieu, frappe l'imagination des masses marocaines. Entouré d'une aura d'invincibilité, il reprend les affaires de l'État en main, dénonce les inégalités et la corruption, renoue avec le pluralisme politique. Le Parlement siégera à nouveau. L'ère des tempêtes vient de céder le pas à celle de la réconciliation. N'y a-t-il pas, au fond, un sentiment d'une certaine solitude chez vous? Oui, dans un sens. Dans un sens que on ne peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le coup et dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose, mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution, et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Tous les partis marocains se disent démocrates. Tous se disent démocrates. Et nous n'avons au Maroc, à ma connaissance, aucune force politique qui condamne ouvertement la démocratie. Mais en fait, certains dirigeants de partis politiques ont un comportement antidémocratique. Mais je peux vous dire une chose, et je vous assure que je vous donne ma parole d'honneur que c'est la vérité. Que s'il n'y avait pas Sa Majesté, réellement, une affection que j'ai pour Sa Majesté, parce qu'il a des côtés qu'on ne connaît pas. Je ne serais pas ici à être dans un gouvernement. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce gouvernement-là. Je le combattrai pour le faire tomber, pour essayer de prendre sa place par la force. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique, ou à un parti politique, ou à un groupe de partis politiques, en dehors de tout garde-fou qui serait le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Certes, il est certain qu'ils se rendent compte que les problèmes sont complexes, qu'il est plus facile de rester dans l'opposition que d'être en première ligne. L'ouverture du Parlement au Maroc a de quoi intriguer l'observateur non musulman. Ici, la prière est de rigueur. Elle est à la fois acte de foi, allégeance au trône alaouite, à Dieu et au prophète Mohammed, qui sont les fondements de la monarchie marocaine. Au Parlement, tous les partis politiques sont représentés. Régions et groupes linguistiques ont ici leur place. Le roi assure l'unité de la diversité. Il désigne et démet le Premier ministre et assure l'intégrité territoriale du royaume marocain. Pour le musulman, El Béa,
qu'est l'allégeance et le lien éternel. Mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette béa a toujours été donnée aux souverains marocains depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie almoravide, Mourabitine, la première chose qu'elle a faite, en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant marocain. ما ملنا يا طيبة عندك يا ترى إليها لنا يوما يكون وصول نقيل أرضا مسها قدم الذي سحبت فوق السماء ذيول صار راحلا للعرش في بعض ليلة وعدا له بعد القبول قفول نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل. Ici, dans les confins du Sahara, comme dans les cités impériales, l'allégeance au roi est le pacte d'alliance qui a cimenté les diverses composantes du peuple marocain. Le sud marocain est chargé d'histoire. C'est de là que sont issues de prestigieuses dynasties marocaines, dont celle des Alaouites. Les Espagnols occupent le Sahara occidental que le Maroc revendique comme patrimoine. L'Espagne de Franco, qui s'apprêtait à le céder aux Marocains, fait volte-face dans les années 70 avec la découverte d'importants gisements de phosphate. Elle favorise la création d'un État indépendant sur le modèle des Émirats du Golfe, faible mais riche en ressources naturelles. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance de n'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin est resté le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son arrêt répondant aux deux questions posées. Le Sahara était-il terre sans maître? Non, répond la Cour. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc? Oui, il existait des liens d'allégeance entre le Sahara et le Maroc. La réclamation du Maroc est donc juridiquement fondée. Et le soir même, Sa Majesté Hassan II surprend le monde en prononçant son discours.